suivante. De quoi que ça dépend, lorsque tu parles vite et tu montes haut, la personne pense qu'elle aime ça à un point où elle vient elle a de l'eau dans les yeux. Puis qu'elle se sent drôle, ainsi de suite. Elle n'a pas de poussière dans l'œil. Il ne semble pas. Ah bon. Mais il y a toutes sortes de réactions qui se produisent. Moi, à l'occasion, j'en perçois sur scène aussi. Bon. Disons que, premièrement, les choses qui sont extrêmement importantes, les choses qu'un individu se doit de comprendre, la compréhension d'un phénomène, compréhension qui vient, disons, par l'oral, se fait de deux manières. Premièrement, on l'a déjà expliqué. Premièrement, elle est vibratoire, énergétique. Et deuxièmement, elle est orale, la forme que contient le mot. La vibration peut enseigner à l'énergie mentale de l'auditeur. Elle peut enseigner l'énergie astrale, à l'énergie vitale, de même qu'à l'énergie physique. La forme du mot ne fait que transformer l'énergie de l'astral chez l'être humain. Chaque chose qui ne sont pas nécessairement, disons, qui ne sont pas importantes pour la compréhension ou encore pour l'avancement évolutif d'un homme, ces choses-là, on peut les prononcer rapidement. En les prononçant rapidement, on transmet plus d'énergie, plus rapidement, donc à l'insu de l'ego, et on transmet évidemment une forme, mais la forme, elle est enterrée par l'énergie. Ce qui fait que l'individu, ou l'homme, qui écoute, perçoit l'énergie, perçoit la forme, mais ne peut pas comprendre la forme dans son intégralité, comme l'orateur veut la faire passer. Alors, ce qui fait que si l'on parle de sujets qui ont une importance dans le plan astral de la planète, ou, disons, pour être plus modeste, dans le plan astral du Québec, si je parle de certaines choses qui doivent être connues dans le plan astral du Québec et qui ne doivent pas nécessairement être réellement intégrées par la conscience psychologique de l'homme qui écoute, alors automatiquement, je peux me permettre de le communiquer en public. D'ailleurs, je dois le communiquer en public, mais je peux me permettre d'accélérer le vocabulaire, d'accélérer le rythme de transmission, de monter plus haut en énergie et d'exprimer suffisamment d'énergie pour pouvoir opérer deux phénomènes. Le premier, énergiser celui qui écoute, l'auditeur, et le deuxième, énergiser l'astral par la forme du mot. Maintenant, un surplus d'énergie qui pénètre chez l'auditeur avec la forme fait en sorte que l'auditeur essaie de suivre la forme et l'énergie pénètre à son insu et vient simplement transformer ces différents corps. Si l'individu essaie de s'attacher à la forme du mot, dans un contexte, disons, sur lequel moi je n'attache pas tellement d'importance, comme les questions qu'on a répondues ici, ceux que j'ai répondu rapidement, en réalité, pour l'évolution actuelle de l'homme, c'est des phénomènes qui ne sont pas, disons, d'une importance capitale. Par contre, elles le sont pour l'énergisation de l'astral. Il y a certaines choses qui doivent être sues dans l'astral parce que l'astral est en relation avec l'homme qui évolue. Et même si l'homme ne comprend pas le mécanisme même de la manipulation, même si l'homme ne peut pas régir le mécanisme de la manipulation, même si l'homme ne connaît rien de l'ésotérisme, il reste en relation avec une énergie qui est typique de l'astral, et les connaissances qui sont placées dans l'astral à un certain moment donné, lorsque le temps est venu, permettent à ces hommes-là d'avoir une pensée psychologique légèrement différente de ce qu'elle serait si l'information ne serait pas placée dans l'astral. Ce qui fait que les informations, disons, les questions que j'ai choisies ont deux rôles à jouer. La première, informer l'astral, qui en retour informera la population qui est en relation avec ce plan de l'astral, même si l'individu ne le sait pas. Et deuxièmement, informer ou énergiser, disons, un auditoire, parce que cela doit être fait pour différentes raisons. Disons que s'il faudrait que je les explique, il faudrait encore que je me mette à parler rapidement. Alors, ce qui fait que l'énergie qui est captée par l'individu du moment que, disons, lors d'une conférence, peut finir par déborder dans le plan physique, ce qui peut, disons, occasionner des pertes de mémoire, des mécanismes physiques dont de l'ordre que tu me parles là, des sauts d'attention,
Enfin, différents processus qui fait que l'individu psychologique, l'individu, l'homme lui-même, doit arriver à prendre une espèce de repos, même pendant la conférence, pour pouvoir rétablir son harmonie psychologique à l'intérieur ou encore son harmonie au niveau cérébral, l'attention que ça demande. Parce que l'attention cérébrale est portée sur la forme par la conscience psychologique et elle est portée sur l'énergie par la conscience énergétique, soit mentale, psychologique ou des autres corps. Alors c'est simplement, donc, disons, normal que, à un moment donné, les individus aient des réactions à des commentaires. Mais c'est l'énergie, non pas la forme. Voici une question en rapport avec la deuxième partie, Daniel. Entre le moment où l'on meurt et l'on retourne à la planète et le moment où l'on se réincarne avec d'autres dans un nouvel être, où est-on mis en réserve et comment? Bon. L'homme qui évolue subit dans son évolution complète trois sortes de processus de réincarnation. Alors, au début, l'homme a un processus de réincarnation qui est pluralitaire. On a un processus de réincarnation qui est individuel et un processus de réincarnation qui est fusionnel. Le plus courant, celui que l'on croit connaître, est un processus de réincarnation individuelle qui n'est l'apanage que de certains individus qui ont une individualité, une identité qui est accomplie sur tous les plans et non pas que sur le plan psychologique. Cette entité, cet être humain, cet homme, va se réincarner intégralement dans un autre corps et il n'aura pas à attendre, à passer par un processus purgatoriel, un processus, disons, de mise en demeure, d'attente d'une future réincarnation. Alors, ce qui fait que l'individu qui a atteint un schéma d'identification sur ces plans planétaires, donc qui peut être en relation avec le plan divin d'évolution, la trame cosmique et l'énergie supramentale, cet individu peut quitter le corps physique, garder un corps qui est presque physique, mais qui est beaucoup plus d'ordre vital, on appelle ça un corps de lumière, et lui peut, disons, s'incarner, se construire un corps selon ce qu'il a besoin de faire. C'est une réincarnation qui est individuelle, mais qui n'est pas fusionnelle. Le processus de réincarnation, disons que l'homme pense qui lui appartient, la réincarnation, moi je perds mon corps et je me réincarne par après, c'est un processus qui n'est permis qu'aux individus, disons, très évolués en taux vibratoire. La réincarnation conventionnelle de la collectivité est une réincarnation pluralitaire, c'est-à-dire que les individus meurent. Leur corps physique est digéré par la planète Terre au même titre que tous les autres plans. C'est-à-dire que tout ce qui est planétaire revient à la planète. Alors, le corps physique pourrit et il est réintégré à la planète. Quand on va engendrer un nouveau corps physique, ce sera avec la même mémoire, mais ce ne sera pas avec le même matériel. Alors, ce qui fait que le corps vital est réintégré, la vie même de l'homme quitte le corps physique et elle se dissout dans l'énergie vitale planétaire, comme le corps physique le fait avec la matière. L'énergie psychologique, elle prend un temps plus long à se digérer. Elle est de différentes densités chez l'homme et la phase purgatorielle dépendra de l'étendue de la densité du plan égoïque, du plan astral de l'être humain. Alors l'individu qui a une astralité extrêmement dense devra évidemment passer par une phase purgatorielle plus longue. C'est-à-dire que plus la densité de l'ego se désintègre, c'est-à-dire qu'elle est réintégrée au plan de l'astral planétaire, plus elle est dense, plus ça prend un temps. Et plus cela va se faire, donc plus la désintégration ou la réingurgitation de l'ego dans l'astral planétaire va se faire, plus l'ego devient subtil. Donc, la phase purgatorielle, plus ton astral est dense, disons l'exemple que j'avais déjà donné lors d'une conférence sur la réincarnation, l'individu, par exemple, qui est alcoolique au plus haut degré et qui meurt, son ego, sa mémoire même, donc la phase astrale de son identité, revivra les mêmes phénomènes, c'est-à-dire qu'il ira dans la même taverne qu'il allait avant. Et il est tellement dense qu'il aura l'impression de vivre, mais il n'aura pas de corps physique, ce qui l'empêchera de pouvoir goûter. Et les tentacules de l'astral sont les sens physiques. Sans sens physique, il n'y a pas de tentacules de l'astral. Et l'individu, même si l'individu ne voyage que dans les mémoires de l'astral de ce qu'il faisait avant, il ne pourra pas goûter la boisson, il ne pourra pas s'enivrer, ce qui fait qu'il souffrira atrocement. Donc, il est presque en enfer, mais c'est une phase purgatorielle.
Et plus cet ego, cette parcelle de l'astral qui est l'homme psychologique, sera digéré par le plan planétaire pour pouvoir venir faire augmenter, donc disons, pour pouvoir venir faire évoluer le plan planétaire, plus cela va se faire, plus la phase purgatorielle va être, disons, subtile, moins douloureuse, moins atroce. L'enfer, disons, les flammes vont s'éteindre. Alors, à un moment donné, l'individu est complètement digéré par le plan planétaire, ce qui fait que l'identification de l'individu n'existe plus dans le monde des morts. Il existe d'une autre façon dans le monde des morts, sur le plan mémoriel, mais ce n'est pas un plan d'ego. Et tant que l'ego, dans le monde, disons, des morts, demeure ce qu'il était dans le monde des vivants, il reste attaché au monde des vivants. Il peut, disons, se transformer en une espèce de fantôme. Il y a différents processus, disons, différents phénomènes d'expression d'un ego qui n'est pas encore digéré. Après un certain temps, l'entité mentale, d'ailleurs, va subir le même processus dans l'impersonnalisation de l'ego. Il n'y a pas de personnalisation astrale qui se réincarne. Il n'y aurait pas d'évolution réellement possible. Par contre, toutes les potentiels, c'est-à-dire que toutes les affinités vibratoires de différents individus qui sont morts vont pouvoir se relier. Chaque vibration de l'individu garde en elle l'expérience vécue de l'individu, mais il n'y a pas d'ego. Il n'y a plus d'identification avant réincarnation dans le plan d'évolution collective. Alors, ce qui fait que cela, évidemment, permet l'évolution, comme l'évolution physique est permise, et il y a, pour l'ego lui-même qui a peur de mourir, cet ego-là meurt. Et l'individu qui, comme la religion l'a enseigné, doit sauver son âme, parce que l'âme n'est pas immortelle, l'âme peut devenir immortelle, l'individu va tenter de sauver son âme, et sauver son âme veut simplement dire empêcher la désintégration de l'âme après la mort. Et si on peut sauver son âme, on empêche la désintégration de l'âme après la mort, et évidemment, on ne peut pas subir le processus, disons, de pluralisation des anciens égaux pour recréer différents individus différents, pour après ça les faire se réincarner. Maintenant, sauver son âme, c'est une absurdité, parce que dans l'évolution de l'homme, dans l'évolution planétaire, les âmes doivent être détruites, justement pour permettre le mélange des expériences égoïques, expérientielles de chaque homme. Alors, donc, l'individu qui veut sauver son âme, il va la perdre, c'est-à-dire que, en réalité, s'il sauve l'âme, en essence, il perd ce qu'il recherche. Il ne pourra pas être Dieu ou être l'univers s'il est limité dans un âme. Est-ce qu'à ce moment-là, Daniel, il retarde l'évolution de la planète en refusant de s'intégrer? Il le retarde, disons, d'un millionième de micron. Autrement dit, il ne la retarde pas. Il est dans un processus normal. Individuellement, mais collectivement. Collectivement. C'est-à-dire que si la collectivité au complet arrive à sauver son âme, c'est évident que ça retarde le plan évolutionnaire de l'homme. Mais la collectivité ne pourra pas sauver son âme, parce que pour sauver son âme, il faut connaître différentes choses. Si on regarde les momifications pharaoniques, qui étaient une espèce de copie de ce que certains extraterrestres ont fait à l'époque, disons, de l'Antique Égypte, on avait une tentative de sauver l'âme, c'est-à-dire qu'on empêchait la désintégration du corps physique, ce qui faisait que l'énergie vitale du corps physique restait intégrée au corps physique, ce qui amenait évidemment l'énergie de l'astral à rester par attraction, par amour, en relation avec l'énergie physique, ce qui tendait à étendre, à étirer dans le temps la désintégration de l'ego du pharaon. Autrement dit, cela permettait au pharaon de ne plus subir le processus de réincarnation, ce qui, évidemment, d'ailleurs Bouddha lui-même le dit, était le processus même de souffrance chez l'homme. L'homme doit arriver à ne plus se réincarner. L'homme doit arriver à ne plus se réincarner d'une façon pluralitaire. L'homme doit arriver à ne plus se réincarner d'une façon manipulatrice. Si on regarde, par exemple, Christian Rosenkreuz, qui se réincarne lorsque cela lui tente, ce n'est pas une réincarnation. Il incarne un corps lorsqu'il en veut un. Il n'a pas besoin de passer par le processus de naissance, par le processus de mélange génétique. Parce que son évolution est en avance et il n'y a aucun corps sur la Terre qui pourrait lui permettre une expression. Alors, ce qui fait que l'évolution, disons, de la réincarnation chez les pharaons, sur, disons, différentes ethnies qui ont essayé de manipuler l'âme de façon à préserver l'âme,
n'ont fait que ralentir, disons, l'évolution d'une entité hominale, humaine, évolutive, mais qui, par rapport à la masse, n'a aucun sens. Ce n'est pas un frein, ce n'est rien, ça ne paraît même pas. Alors, lorsque tu écrases un œuf sur la planète Terre, les autres œufs sont là, il y a en masse de poussins, ça ne paraît pas. Et si on voudrait préserver l'âme d'une collectivité, alors cela ne pourrait pas se faire. Parce que les âmes entreraient en lutte l'une l'autre dans le monde des morts, et il y aurait autant de guerres dans le monde des morts qu'il y en a présentement dans le monde des vivants. Et il y en aurait, je dis autant, en réalité, il y en aurait drôlement plus, parce que une fois libéré du corps, évidemment, l'égocentricité de l'homme, l'égoïsme de l'homme, l'homme identifié, qui désire des choses, pourrait voir, évidemment, une liberté à peu près inconditionnelle, vu qu'il n'a plus de corps. Alors, ce qui fait que l'astral lui-même s'auto-détruirait s'il y aurait, disons, possibilité qu'une collectivité sauve son âme. Et évidemment, il y a aussi l'âme de la planète qui rentrerait en lutte, l'égocentricité de la planète qui rentrerait en lutte parce qu'elle croit avoir le droit de digérer. Et elle ne pourrait pas admettre des intrus. Alors, ce qui fait que, d'une manière ou d'une autre, cela est impossible. Mais la réincarnation de l'humanité se fait d'une façon pluralitaire tant que l'individu n'est pas n'est pas arrivé à une identification réelle, authentique et non pas illusoire de ces différents plans. Alors, automatiquement, il échappe au processus de la mort, il échappe donc au processus de la renaissance. Où sont placés en réserve ces choses-là? Ils sont placés en réserve là où ils vivent. Ton corps physique est placé en réserve dans la matière. C'est-à-dire qu'il n'est en réserve que... Il ne fait que soutenir la matière. En réalité, il n'y a pas de réserve, c'est-à-dire qu'on ne s'en servira pas de tes molécules carboniques pour pouvoir recréer un autre corps. Ça va simplement s'amalgamer à la planète Terre et ça va consister, ça va simplement venir reprendre sa place d'origine. Et ça n'a aucune importance de savoir si je vais reprendre les mêmes molécules ou si je vais reprendre les molécules de d'autres personnes. Présentement, les individus qui respirent, disons qu'à chaque bouchée d'air, ils ont approximativement tous dans leurs poumons un atome d'oxygène respiré par Toutankhamon. Ils ont aussi un atome d'oxygène respiré par Napoléon. Pour que l'oxygène, dans un endroit particulier, l'oxygène que l'on respire aujourd'hui, s'étende à l'échelle de la planète, cela a été calculé, cela prend à peu près 800 ans. Et en haut de 800 ans, l'oxygène que tu respires est maintenant éparpillé à l'échelle de la planète. Chaque molécule. Alors, ce qui fait que si tu regardes où est mis en réserve quoi dans l'ensemble de ce qui est planétaire, alors ton corps physique est rédigéré par la planète, ton énergie vitale va nourrir la vie sur la planète, l'énergie de l'astral va simplement nourrir l'astral de la planète. Il n'y a pas de réserve particulière. Et lorsqu'un être humain évolue, lorsqu'un être humain naît, il y a simplement raffinement des énergies physiques par réincarnation, disons, immédiate de la génétique physique. Lorsque tu as un enfant, il y a automatiquement une forme de réincarnation immédiate. Mais dans la psychologie de l'enfant, il y aura réincarnation de différents individus dans l'astral qui iront en affinité avec le corps physique qui vient de naître. Tu ne peux pas avoir un corps physique de tel ordre vibratoire qui recevrait une énergie astrale d'un autre ordre vibratoire. Cela ne se peut pas. Alors, la génétique détermine le corps physique, la génétique détermine donc le corps vital qui donne la forme, et la génétique va donc déterminer le réceptacle. Et le réceptacle ne peut recevoir que l'énergie qui, comme un casse-tête, peut s'y imbriquer. Sinon, il n'y a pas d'incarnation possible d'une énergie qui ne s'imbrique pas. Tu ne peux pas avoir un corps d'un enfant divin et faire incarner Satan à l'intérieur. Je ne parle pas évidemment de l'apparence physique qui vient manipuler l'illusion de la psychologie. Je parle de l'être-té réel, de la forme physique qui peut exprimer. Alors, ce qui fait que tu as un corps physique qui vient de la génétique. Le corps physique n'est pas déterminé par la psychologie des morts. Le corps physique n'est pas déterminé par aucune psychologie autre que le domaine de la matière et du domaine du vital qui est la vie même. Si toi, tu as un handicap génétique que tous tes parents ont eu et que tu te mets avec une femme qui a le même handicap, l'enfant aura le même handicap. Et ce n'est pas une énergie intelligente aberrée de l'astral qui va dire « Ah, ben je veux avoir tel corps, je veux naître dans telle famille, et puis je m'en vais là. » Cela ne se fait pas comme ça. C'est ce que l'homme croit. Dans la réincarnation individuelle directe, la réincarnation normale, celle que l'homme s'est vu enseigner, tu choisis.
mais il n'y a pas nécessairement de naissance, comme il peut y avoir naissance. Cela n'est pas nécessaire. Et évidemment, un individu qui est identifié dans ses corps, qui a personnalisé ses corps réellement et non pas d'une façon psychologique, peut évidemment naître d'une femme sans qu'il y ait eu conception physique de la femme. Il crée le corps dans la femme et il le fait évoluer là pour être accepté dans un contexte social. Mais ce n'est pas nécessaire qu'il y ait eu accouplement, comme il pourrait naître directement dans un corps sorti du désert et personne ne sait d'où il vient ni où il va. Cela est évident. Mais pour la réincarnation, disons, de la majorité planétaire, l'évolution de l'homme psychologique étant une foutaise, c'est l'évolution de la planète qui est importante et qui est sous-tendue par les plans d'évolution qui sont extraplanétaires. Alors, ce qui fait que l'individu n'est pas stagnant, il continue à vivre, c'est-à-dire au même titre que l'oxygène qui rentre dans notre corps n'est pas mis en réserve pour être rejeté à l'extérieur, et elle continue un cheminement qu'elle ignore, c'est-à-dire qu'elle a encore, disons, son identité d'oxygène, même si elle n'en a pas dans la réalité des choses, là, et elle s'en va, et elle n'a pas vu de différence entre le vécu et la mortalité. Elle s'adapte lentement à la transformation qui est échelonnée sur un temps, disons, relativement long, parce que le temps physique est le temps le plus dense, et plus on monte en énergie dans d'autres plans, plus le temps est long, donc ce qui peut nous donner l'impression qu'il n'y a pas de temps. Alors, ce qui fait que l'individu qui se réincarne, il y a un corps physique qui est un réceptacle et des énergies dans l'astral qui fit en vibration avec le corps physique, de par leur vibration, vont venir habiter ce corps physique. Et selon le contexte mental, évidemment, du cerveau, du corps physique, il y aura une accumulation d'énergie mentale qui pourra s'exprimer par le cerveau physique. Et tu as naissance d'un individu plus évolué que ceux qui ont vécu antérieurement. C'est important de bien comprendre que tous les torts que tu as peuvent être divisés après ta mort et que toutes les bonnes choses que tu as peuvent être divisées après ta mort de façon à ce que dans l'astral, il y ait de plus en plus, disons, d'astralité mauvaise pour que dans l'expression, dans la matière, il y ait de plus en plus d'astralité haute. Alors, autrement dit, plus l'humanité va se pacifier, va évoluer, plus dans l'astral, on aura de forces négatives qui vont essayer de limiter l'humanité. Et c'est normal, parce que tout ce qui est mauvais, cela ne se fait pas couper au couteau, disons de cette façon, parce que le corps physique n'est pas prêt à recevoir que les bonnes choses. Mais disons que tout ce qui est mauvais, en gros, là, tout ce qui est mauvais en toi est séparé de ce qui est bon. Et le corps physique naissant, n'attirant que ce qui est bon, le bon se réincarne, mélangé avec d'autres individus qui avaient des affinités similaires, et le mauvais reste mélangé dans l'astral planétaire. Et on aurait donc, on pourrait assister à une dénaissance de plus en plus améliorée sur tous les plans. C'est ce qui se passe, mais le corps physique, le système endocrinien attire à lui des énergies de type astral. Alors, dépendant évidemment des problèmes dans la matière physique, on va avoir des énergies astrales réincarnatives qui vont être sexuelles énormément, ou qui vont être peureuses, et en même temps peuvent être intelligentes. Donc, on a donc une forme, disons, de mélange génétique dans l'astral, une génétique différente du plan physique, cela va de soi, et l'individu ne reste pas stagnant quelque part. La fumée de cigarette qui sort d'une cigarette, elle est identifiée à la cigarette. Et si on est 400 000 fumeurs, bien évidemment, la fumée, elle va où? Chaque atome reste ce qu'il est. Mais la fumée elle-même, la petite boucane qui montait dans le début, est mélangée au reste. Et quand toi, tu inspires un peu de tout, qui est quand même la même fumée de cigarette. Il n'y a pas eu de changement de la fumée, mais dans l'idée d'identification que l'ego se fait de ce qu'il aimerait que tout se soit, ben alors là, évidemment, disons qu'il y a destruction de l'ego. Même s'il reste un ego de l'individu, il y a quand même destruction de l'identification de cet individu. Ou, en réalité, il y a pluralisation de ces identifications-là. Alors, l'individu se réincarne et c'est le corps physique qui détermine l'évolution ou l'expression des énergies réincarnatives dans le plan planétaire. Moi, je ne serais pas dans ce corps si ce corps n'aurait pas été conçu pour me recevoir. Et je n'aurais pu voir le jour si aucun corps physique n'aurait été conçu pour pouvoir m'attirer. Et quand je dis moi, je me suis identifié une fois à l'intérieur, mais je suis plusieurs individus qui se sont fusionnés psychologiquement après la réincarnation, et nous avons accepté de travailler en collaboration, et nous sommes un.
Un groupe peut devenir un individu. D'ailleurs, c'est l'apanage des nations. Tu mets un drapeau et tu as une nation. Même avec la différenciation des corps physiques, tu as création d'un ego. Et cet ego-là, lorsque le pays meurt, doit mourir. Mais il reste toujours les égos des individus. Et c'est la même chose pour moi. Moi, j'ai une identification de moi qui regroupe plusieurs égos. Et je suis un égo. Mais à la mortalité, cet égo doit disparaître. Comme le pays est dissous, il reste des égos de moi, du pays, mais ce n'est pas le pays. Et qui a peur de mourir? Pas l'individu égoïque dans le pays, l'égo du pays. C'est lui qui a peur de mourir. Alors, ce qui fait que c'est similairement la même chose pour l'homme qui vit. Alors, l'être humain meurt, l'être humain est réintégré au plan planétaire, l'être humain, disons, normal, conventionnel, et lorsqu'un corps physique se prête à l'attraction de formes énergétiques, les formes énergétiques viennent, et ça, c'est évidemment avant la naissance, mais ça va se parfaire après la naissance. Tout n'est pas dit à la naissance. Il y a l'éducation qui transforme la vibration, ce qui va faire en sorte d'attirer d'autres formes d'énergie. L'enfant, à la naissance, est identifié à sa mère et à son père, surtout à sa mère, et à un moment donné, l'éducation va tendre à amener l'ego de l'enfant à s'identifier à lui. Mais l'éducation, évidemment, de prime abord, dans les premiers âges, est extrêmement important parce que c'est la finalisation d'entités, disons, possessives ou réincarnatives qui vont venir prendre place à l'intérieur du corps. Pour harmoniser ce groupe. Parce qu'il y a attraction, ce n'est pas pour harmoniser. Il y a attraction, il y aura résultat. L'éducation du début est Toi, importante. tu peux éduquer, oui, si tu es intelligemment mentalement. Tu peux éduquer de façon, évidemment, à parfaire l'attraction d'énergie qui, normalement, irait avec le potentiel du corps à la naissance. Ça serait-tu le balancement du taux vibratoire ou le haussement du taux vibratoire? C'est le haussement et non pas le balancement. Le haussement. Un individu qui se drogue tend à rabaisser son taux vibratoire, ce qui fait que même les personnalités égoïques en lui vont être rabaissées. Il peut même arriver à en expulser. S'il n'y a pas eu fusion, donc dépendant, pour un enfant qui se drogue, par exemple, si les personnalités à l'intérieur de lui ne sont pas fusionnées en un égo, il peut même y avoir expulsion. C'est-à-dire qu'ils seront attirés ailleurs, c'est normal. Et il peut attirer à lui d'autres énergies qu'à l'origine, son corps physique n'attirait pas. Pourquoi? Parce qu'il dégrade le corps physique. Et dégradant le corps physique, évidemment, il se met en relation avec d'autres énergies. C'est ce qui expliquerait les grands changements qu'il y a chez certains individus. Évidemment. De leur vie. Et il ne faut pas grand-chose pour tout changer. Ça dépend simplement de quel individu habite la conscience. L'être qui est colérique et qui est pacifique et qui est guerrier et qui est etc., c'est un être qui est pluralisé de par son schéma réincarnatif et qui n'a pas encore réussi à accomplir une fusion de ses personnalités. Alors, il suffit simplement de brasser l'être pour que l'être soit en colère, de dire quelque chose pour renverser, pour qu'une autre parcelle de ses personnalités arrive à la conscience et prenne le contrôle. Et si tu prends certaines drogues ou différentes, disons, méthodes de vie, peuvent t'amener à baisser ton taux vibratoire. Quand un individu recherche l'augmentation de son taux vibratoire pour entrer en contact avec une énergie supérieure, un guide de lumière ou un guide spirituel, ou etc., il peut même finir par être habité par cette énergie. Mais ce n'est pas un guide ou quoi que ce soit. Il vient de l'astral, évidemment, parce que c'est la personnalité de l'astral, disons, qui va commencer par s'identifier, donc qui va voir la transformation. Même s'il y a une transformation au niveau du plan mental, le mental ne s'en rend pas compte, il n'est pas identifié. Alors, à un moment donné, l'individu comprend plus, il sent mieux, il se dirige mieux, il contrôle mieux, et tout d'un coup, il revient normal. Il a eu un contact, et c'était une énergie plus haute que sa moyenne, mais une énergie normale du plan astral, que son corps physique et que ses vibrations, disons, de plan intérieur, ont amené à venir vivre avec lui. Et l'individu, s'il le découvre avec une drogue, peut continuer le processus avec la drogue pour ramener, pour attirer. Tu manipules évidemment Dieu et tu l'amènes à vivre avec toi, mais ton corps physique avec la drogue se dégrade, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est Satan qui vient te voir. Ça fait comme le blé d'Inde dont tu parlais tantôt. Toujours. Alors, le corps physique est le réceptacle, et même au courant de ta vie, si tu transformes ta psychologie, ton corps physique sera transformé. Pas nécessairement par l'expressivité de ton nez ou de tes lèvres, mais par le système nerveux, par le système endocrinien. Tu ne sécrèteras plus, disons, le même genre d'hormones lors du même genre de situation. Lorsque tu vois une belle auto, tu avais une érection et tu avais un paquet de phénomènes endocriniens qui se mettaient à marcher.
Et à un moment donné, le corps est transformé. Et lorsque tu vois un auto, ces hormones ne sont pas libérées. Parce que le système endocrinien ne fonctionne plus de la même façon et automatiquement, il n'y a plus l'expressivité psychologique dans la matière comme tu en avais une antérieurement. Alors, ce qui fait que, veut pas, l'évolution de l'homme amène une évolution physique qui n'est pas nécessairement apparente, mais qui est obligatoirement efficace et essentielle et réelle, et automatiquement, ben alors là, tu attires des énergies qui vont en relation avec ton entité physique. Alors, c'est pourquoi que le corps physique a une importance capitale, et plus on augmente les vibrations physiques, donc plus on augmente les vibrations des plans qui sont en relation avec le plan physique, plus on attire des énergies qui sont hautement supérieures. Maintenant, il faut voir, évidemment, si c'est arrêter de fumer qui va te faire évoluer. Ou avec une autre énergie, un plan parallèle, certains appellent ça le plan des morts, ainsi de suite. Dans les livres qui ont été écrits, où on peut voir qu'il y avait beaucoup de sérieux, que c'était bien fait, qu'il y avait des messages qui étaient communiqués, j'ai remarqué que plusieurs de ces communications-là mentionnent que les individus vivant sur la planète Terre avec un véhicule physique sont extrêmement chanceux et qui devraient prendre bien soin de leur corps physique parce que c'est très important d'avoir un corps physique et qu'eux ne l'ont plus. Maintenant, si on regarde, on va à l'encontre de ça, on regarde certains initiés qui, lorsqu'ils ont traversé, disons, avec un corps physique, mais qui ont été voir sur d'autres plans, reviennent puis ils disent que le corps physique retarde énormément l'individu pour avancer. Comment faire le lien entre les deux? Bon. Premièrement, il faut ne pas avoir aucun maître, ni guide. Sinon, le lien est impossible. Parce qu'on s'attache à un, et s'il a une chose, on ne peut pas faire le lien avec le reste. Vois-tu, le corps physique est la chose la plus importante dans le contexte évolutionnaire de l'homme. L'homme a besoin d'être vivant. L'homme ne peut pas évoluer lorsqu'il est mort. L'homme ne peut évoluer que lorsqu'il est vivant. Et vivant, je parle évidemment du corps physique vivant et le corps vital l'habitant. Tant qu'on a un corps vital qui habite une forme physique, donc qui l'anime, il y a automatiquement attraction d'un âme, de forme astrale et création de l'ego et de toutes ces choses-là. Donc, automatiquement, tant qu'il y a l'entité physique, il y a attraction de toutes les autres formes d'énergie qui ne peuvent qu'être manipulées, être transformées par l'extérieur, mais elles ne peuvent pas être englouties par l'extérieur. Bon. Alors, ce qui fait que si tu n'as pas de corps physique comme ceux qui sont dans le monde des morts, eux autres sont dans une phase purgatorielle où, effectivement, ils sont dans un enfer beaucoup plus grand que l'enfer planétaire. Parce qu'ils ne peuvent pas rien réaliser, ils ne peuvent rien créer, ils ne peuvent rien exprimer, sauf dans ta psychologie, et leur expression peut s'exprimer dans la matière si toi, tu l'exprimes dans la matière. Donc, ils sont dépendants de toi, et évidemment, ils vont essayer, dépendant évidemment de la forme d'évolution de ces entités, de manipuler un individu physique pour pouvoir exprimer dans la matière. Ils en ont besoin. L'autre le maître qui s'en va au pas de corps, comme tout à l'heure je t'expliquais, si l'ego n'est pas détruit, l'ego dans l'astral n'a plus de limites, enfin n'a pas les limites corporelles. Ce qui lui permet de fouiller dans les annales akashiques, dans les mémoires de l'astral, sur tous les plans, et dans l'astral on a tous les plans. Alors ce qui fait que l'individu va fouiller à l'intérieur de ça, donc évolue d'une façon absolument incroyable dans sa psychologie, mais non pas dans la réalité. Alors, il englobe de plus en plus d'univers dans sa mémoire, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de substance dans cette mémoire. Il n'y a pas de réalité dans la mémoire parce qu'il y a toujours le temps. Et toute connaissance qui est englobée dans la mémoire ne peut pas être réelle et elle ne peut servir à rien. Elle n'a aucune substance parce qu'elle est temporalisée. Et le temps exclut le moment présent. Alors, si l'individu dans l'astral qui n'a pas de corporalité englobe par son voyage astral, des plans hautement spirituels, il rencontre le Nazaréen, ou encore il a des énergies supramentales qui sont localisées dans le plan de l'astral, il visite tout ce qui peut être visitable, il ne fait qu'englober dans sa mémoire la mémoire extérieure. Et dans sa mémoire, il n'y a pas de réalité actuelle, il n'y a que de réalité passée. Autrement dit, l'individu n'est toujours pas adaptable au présent, il n'est adaptable qu'au passé, et il tentera toujours d'expliquer le présent à partir de ses connaissances passées. L'individu est donc pris.
dans la réalité de l'évolution, il ne peut évoluer. Il ne peut que se donner l'impression qu'il évolue, et ce maître qui revient pour parler peut évidemment dire que le corps nuit. Mais que fait ce maître avec un corps si le corps nuit? Sinon, il vient parler à des individus qui ont des corps et lui n'a pas de corps. Et il sera de toute façon désintégré par l'astral planétaire à la longue. Il sera réingurgité par la planète, qu'il le veuille ou non. Et il devra, à un moment donné, retrouver un corps pour continuer à évoluer. Il le retrouvera en collectivité, évidemment. Alors, la corporalité, elle est absolument essentielle, et l'être humain n'évolue que lorsqu'il est vivant. C'est d'ailleurs pourquoi, à un moment donné, les êtres humains devront vivre plus longtemps, parce qu'ils n'auront plus d'ego. L'être humain qui veut être immortel doit voir son ego détruit. Parce que tant que l'être humain a un ego, l'ego va tenter de conserver ce qu'il a en lui, donc il refuse l'évolution. Et refusant l'évolution, l'ego ne peut donc pas servir le plan d'évolution planétaire. L'individu qui n'a plus d'ego, qui voit son ego détruit par lui-même, cet individu n'a plus besoin de guerre pour évoluer. Il n'a plus besoin de souffrance pour apprendre qu'il n'a pas tout. Il le sait, il n'a plus d'ego. À partir de cet instant, s'il n'a plus d'ego, c'est qu'il a réussi à faire en sorte, c'est-à-dire que son plan mental s'est identifié et personnalisé. Il en est de même pour les autres plans. Donc, automatiquement, l'individu sait réellement qui il est et il n'a plus besoin de mourir. Le corps physique se contrôlant à la perfection. Le corps vital se contrôlant à la perfection. Il n'y a plus de mortalité physique obligée par la perte d'énergie vitale, de substance physique. Et l'individu ne meurt plus. Mais l'individu qui sera éternel évidemment, qui gardera la forme physique jusqu'à temps qu'il n'en ait plus de besoin, c'est un homme qui aura personnalisé ses différents corps. Ce ne sera pas l'homme psychologique qui veut garder un corps physique pour ne pas risquer de perdre son identité à la perte de son corps physique. On m'a dit que depuis que j'allais aux conférences de Daniel, j'avais changé au point de déranger certaines personnes dans mon entourage. Les personnes se sentent agressives à mon égard. Peux-tu expliquer ce qui se passe, Maurice? Bon, c'est le même phénomène qui va se passer avec n'importe quelle personne que l'on n'aime pas. Un individu s'en va se faire une coiffure punk et son entourage ne l'aime pas. Un individu s'en va faire de l'équitation, il commence à aimer l'équitation et l'entourage a peur des chevaux. On commence à être agressif lorsqu'il en parle. Et il y a plusieurs phénomènes, disons, qui sont similaires dans la vie courante. Alors, je ne crois pas qu'on peut réellement essayer de trouver une autre explication au phénomène énergétique. Maintenant, il est évident que l'individu qui, à la longue, est conscientisé, qui, à la longue, est énergisé, émet de nouvelles formes de vibrations. Et l'attraction, l'amour, se fait non pas parce que je suis humain ou quoi que ce soit. Si je t'aime, c'est que tes vibrations sont en résonance avec les miennes, c'est-à-dire que dans un monde duel, tu m'attires. Tu m'attires de toute façon. Et lorsque mes vibrations changent, évidemment, mes vibrations, selon l'état de mes vibrations, peuvent avoir une tendance à transformer les tiennes, soit de par l'expressivité de ma psychologie, donc je veux te convaincre, je veux te transformer par la parole ou par la gestuelle, ou encore c'est simplement une expression de vibrations, disons de tous les plans, qui finissent par agacer l'autre individu qui, inconsciemment, voit son ego attaqué. Et évidemment, il y a toujours le simple phénomène que l'astral de l'individu, l'astral de l'homme qui évolue, se transforme et l'harmonie entre les hommes, entre les personnes, ne se fait plus. Alors, automatiquement, il peut y avoir agressivité. Maintenant, s'il y a agressivité, c'est surtout parce que l'énergie de l'homme qui évolue dérange les hommes qui évoluent plus lentement. Alors, c'est totalement normal. Tu t'instruis dans l'électronique et tu veux en faire chez vous, tu peux finir par achaler. Tu décides d'être végétarien, tu vas évidemment achaler parce que tu agresses les autres. Tu ne veux plus fumer, tu vas achaler si tout le monde fume parce que tu agresses les autres. En réalité, tu n'agresses personne, mais le phénomène, disons, qui apparaît, donne l'impression d'agresser. Alors, ce qui fait que énergétiquement, l'individu change, il n'a pas le choix. Alors, ce qui fait que le rayonnement autour de lui perturbe ceux qui l'ont rencontré. Un homme qui évolue perd des amis et en trouve d'autres. Et il les perdra pour en trouver d'autres. Une rencontre, c'est le début d'une séparation, et c'est tout à fait normal. Dans les années qu'on passe, je pense que même si on veut combattre ce phénomène de changer de classe d'amis, tu ne peux pas le faire. De toute façon, aujourd'hui, les personnes qui évoluent
auront de plus en plus tendance à se retrouver seuls. Maintenant, seul ne veut pas dire dans le plan physique. Ce n'est pas une solution de devenir seul et ce n'est pas une raison de quitter. On devient seul dans le plan psychologique surtout, dans le plan mental, dans le plan des relations réelles avec ce qui nous intéresse, et c'est normal. L'individu peut se grouper de temps en temps, mais même entre personnes qui évoluent, il y aura des contacts, mais il n'y aura jamais autant de contacts que la psychologie voudrait en avoir. Pour la simple raison que les énergies qui commencent à habiter les êtres qui évoluent, les personnes qui se conscientisent, ne peuvent pas travailler encore ensemble ou communiquer réellement ensemble parce que leurs vibrations ne sont pas pareilles et chacun ne part pas sur les mêmes bases. Donc, ils ne sont pas habités, ils n'expriment pas le même taux vibratoire et le même genre de vibration. Intelligemment parlant, l'homme sait, l'homme qui se conscientise sait que ceux qui l'entourent font partie de son groupe ou non, mais même si on est dans un même groupe, on peut avoir des difficultés à communiquer et c'est totalement normal pour la simple raison qu'on ne doit pas, intelligemment, on ne doit pas tout échanger parce qu'on arriverait à être trop rapidement d'accord. Et être d'accord, c'est repartir à créer une croyance, à créer des concepts qui nous plaisent, et lentement on repart une religion. Hein? Dans un endroit où tu aurais un maître et 300 disciples qui sont toujours contre l'un l'autre, qui s'astiment toujours à savoir que le maître n'a pas voulu dire ça, puis il a voulu dire ceci, tu n'auras jamais de religion organisée. Et tu auras des individus qui auront à travailler. Et en ce sens, intelligemment, c'est parfait et c'est prévu. L'ajusteur de pensée collective va évidemment faire en sorte qu'il n'y ait pas d'amalgamation collective d'énergie d'êtres humains qui se conscientisent. Automatiquement, les gens tomberaient dans la croyance s'ils se tiennent ensemble. On serait trop bien ensemble et on ne pourrait plus arriver à travailler. À ce moment-là, il faut croire et non pas savoir pour être capable d'être ensemble, pour l'instant. Sinon, moi j'ai mon idée, tu as ton idée, on s'entend, on s'entend pas. On se respecte parce que l'intelligence commence à dominer le phénomène de l'expression de l'astral, mais on n'arrive pas à s'entendre, ce qui fait qu'on ne peut pas travailler en collaboration encore. Parce que si on travaille en collaboration, c'est qu'il y en a un ou deux qui est trop dans l'évolution de l'homme. On est similaires. Alors, il faudrait qu'on fusionne, il faudrait qu'il y en ait un qui disparaisse, qu'il se passe quelque chose. Et présentement, pour que l'être soit dans un chemin où il recherche, pour que l'être raffine sa souffrance, de façon à s'en remettre entre les mains d'énergie supérieure, il ne doit pas avoir la possibilité de se remettre entre les mains d'une collectivité ou d'un groupe. Alors, présentement, on a comme le programme maître contrôleur, où les individus travaillent en collaboration, mais les individus n'évoluent pas à la même vitesse, et les individus, dans une espèce de collectivité sociale, il est possible que l'on puisse créer un groupe, mais jamais on ne pourra créer un groupe ou une collectivité dans le sens spirituel du mot. Parce qu'il y aura toujours des individus pour aller à l'encontre, et ça, on y veille. Il faut que le groupe soit composé d'individualités qui n'ont pas perdu leur individualité. Il faut que tu puisses t'en remettre à quelque chose qui te donne une réponse, et tu la vis, tu es confiant, tu as un autre problème, tu t'en remets à lui, et cette fois-là, il doit te tromper. Et là, tu recherches, tu trouves, tu t'en remets à quelque chose d'autre, tu dois continuellement t'en remettre à quelque chose de nouveau pour ne pas que la psychologie s'attache et soit, disons, extrêmement bien placée, puis enfin rassurée. J'ai trouvé le maître que j'attendais. Et le maître que tu attends, s'il est un maître, de temps en temps, il va te donner des coups en plein visage pour que tu cherches ailleurs, et c'est normal. Et l'énergie des individus qui se conscientisent fait en sorte qu'ils ne peuvent pas réellement former de groupements homogènes, sûrs, fiables, sur lesquels on peut réellement se reposer. J'ai un problème que je ne comprends pas, j'ai un numéro de téléphone, j'appelle là, et puis on m'explique tout. Ça ne peut pas voir le jour. Et si tu me poses des questions, je ne te donnerai pas non plus de réponses à te rassurer. C'est toujours des réponses qui vont t'obliger à te transformer ou à sacrer ton camp, mais pas à te rassurer. C'est sûr que si tu me demandes, j'ai un bouton sur le nez, je ne suis pas pour te faire peur avec ton bouton sur le nez, mais la rassurance spirituelle ou psychologique, tu ne peux l'avoir réellement de moi et tu ne pourras pas non plus l'avoir d'un autre. Pas suffisamment pour que tu risques de devenir totalement, disons, assujetti à la vibration qu'il émet. Certains individus qui sont dans l'astral supramental, évidemment, vont essayer de réunir du monde pour les rassurer.
mais ce n'est pas l'apanage, disons, du réel. Le nouvel Antéchrist est né, celui des 3-6. Quand va-t-il se manifester et pourrons-nous le vaincre? L'homme n'a pas le choix d'évoluer et un jour, l'homme, qu'il le veuille ou non, vivra en paix. Alors, on n'a pas à se poser de questions si on va pouvoir le vaincre, parce que l'homme ne vainc jamais rien. L'homme ne peut se vaincre que lui, et chaque chose qui disparaît parce qu'elle a été mal gérée, de par elle-même. Une nation ennemie se digère. Les Romains se sont digérés, et c'est pour ça que les uns et les autres ont pu réussir à prendre possession de Rome. Non pas de la ville, mais de l'Empire romain. Les États-Unis vont se digérer, et quelle que soit la forme d'expression dans le plan planétaire, un jour il se digérera s'il n'est pas relié à une expérience galactique, donc à une énergie intentionnelle et à une énergie active, une énergie d'intelligence qui est immédiate. Alors, le nouvel antéchrist voulant dire évidemment antérieur au Christ, on peut dire aussi qu'il peut y avoir un antichrist, le Christ qui devra être détruit, et le Christ qui sera attaqué, premièrement, c'est un Christ qui doit être détruit. Et je n'ai pas le rôle d'antéchrist à jouer, mais j'aurais mis ma candidature facilement pour devenir un antichrist et un antéchrist. Mais présentement, l'antéchrist et l'antichrist, ce n'est pas moi. Il existe, effectivement. Il est plus près de l'homme que l'homme peut le penser, même que l'homme le recherche parce que l'homme ne le reconnaît pas. Et l'antéchrist et l'antichrist ont un rôle divin à jouer. Cela est évident. Si on y réfléchit le moindrement, on va découvrir pourquoi. De toute façon, vous avez suffisamment de connaissances pour arriver à comprendre. Et pourquoi devrions-nous vaincre l'antéchrist? De toute façon, c'est pas vous autres certains qui allez vouloir vaincre l'antéchrist. Jamais. Si vous réfléchissez quelques jours, vous allez découvrir ce qu'est l'antéchrist et l'antichrist, et jamais vous allez vous monter contre l'antéchrist. L'homme présentement n'a pas sa vraie personnalité. Sans devenir réel, peut-il percevoir cette vraie personnalité? L'homme ne découvrira jamais sa vraie personnalité tant qu'il évoluera sur la planète Terre. L'homme qui recherche sa vraie personnalité est encore l'homme psychologique qui tient à savoir ce qu'il est. Et l'homme n'est pas une parcelle. L'énergie mentale sera personnalisée, l'énergie de l'astral sera personnalisée, et toutes les formes d'expression des énergies seront personnalisées l'une envers elles-mêmes. Et cela fera en sorte que l'univers de l'homme pourra s'amalgamer, et à un moment donné, lorsque l'homme quittera le plan évolutionnaire de la planète, il sera en fusion et il aura donc une nouvelle personnalité qui ne sera pas pluralitaire mais qui sera unique. Alors l'homme ne peut pas rechercher sa personnalité. La personnalité que l'homme a présentement est une personnalité qui est collective, une personnalité qui est manipulée par l'astral extérieur, parce que c'est l'homme psychologique qui recherche à évoluer et qui recherche une personnalité réelle, parce que j'en ai parlé. Mais la personnalité réelle, l'homme ne la connaîtra pas. L'homme ne peut connaître une personnalité réelle. L'homme ne peut que connaître son impersonnalité réelle. Autrement dit, l'homme psychologique ne peut qu'arriver à comprendre qu'il n'est pas ce qu'il croit. Mais il ne peut arriver à connaître ce qu'il est. Il ne sera plus quand il saura ce qu'il est. Et ça, je ne vous demande pas de le comprendre, mais une chose qui est certaine, c'est que l'homme arrivera un jour à comprendre ce qu'il n'est pas, l'homme psychologique. Et ça ne sert à rien de parler de la personnalité réelle, c'est totalement irréel, cette personnalité, pour l'homme qui la recherche. En quelques mots, qui est Robindo? En quel lieu a-t-il vécu et quand? Robindo a vécu sur plusieurs lieux. Dans le plan planétaire, il a vécu surtout aux Indes, où il a fondé une espèce de ville-colonie qui est Auroville, près de Pondichéry. Robindo a été un individu qui, par sa qualité de corporalité physique, a pu entrer en contact avec le plan supramental. Il a même pu travailler un peu au niveau du plan supramental. Dans l'énergie supramentale, il a rencontré différents individus qu'il devait rencontrer dans le plan planétaire. Il les a recherchés, il les a rencontrés. Et c'est un individu qui a tenté, et c'est normal, à l'époque où il était placé,
c'est un individu qui a tenté d'amener l'expressivité ou l'expression de l'énergie supramentale dans le plan matériel. Ce qui a été un fiasco, et un fiasco évidemment par rapport à ce que l'être humain peut voir de ses yeux, et non pas par rapport à ce que le plan avait déjà déterminé. Aurobindo a été, comme différents autres individus, un des précurseurs de l'ère supramentale, une espèce de martyr du supramental, et il a tenté d'amener l'expression de l'énergie supramentale dans la matière en créant une ville à l'image d'une galaxie. Et évidemment, l'énergie supramentale est extrêmement reliée à la connaissance galactique, et la Auroville est faite en forme d'une galaxie. Maintenant, il n'a pu réussir, et son travail, lui, par rapport à ce qu'il avait à faire, il a parfaitement réussi. Il ne devait que dynamiser l'astral d'une façon supramentale, et il ne devait qu'amener l'idée du supramental dans l'énergie mentale, et ce qu'il a fait a été bien fait. Maintenant, la psychologie de l'homme qui regarde Auroville, où il y a des meurtres, des viols, et où tout le monde se chicane l'un l'autre pour prendre possession d'Auroville, où on regarde les rues faites de boue, où on regarde les maisons en décrépitude, et ça c'est la ville de Sri Aurobindo, et la ville de Mère. Et évidemment, on trouve qu'il y a eu décadence et qu'il y a eu échec. Aurobindo, ainsi que Mère, sa femme, n'ont jamais voulu créer de ville. Ils n'ont travaillé que pour amener l'idée de l'énergie supramentale dans l'astral, que pour supramentaliser l'énergie astrale, ce que d'autres personnes ont fait par après et font encore présentement, surtout à l'échelle du Québec. Et Aurobindo a donc évidemment eu d'immenses quantités de disciples. Il a travaillé avec plusieurs nationalités, parce qu'évidemment, les Anglais ont découvert Pondichéry, je crois, avant tout le monde. On a découvert la drogue, on a découvert Auroville, et la majorité, disons, de la planète se sont dirigés vers Auroville à une certaine époque, pour essayer enfin d'avoir la paix supramentale et tout ça. Maintenant, Aurobindo n'avait comme fonction et comme travail seulement de supramentaliser l'astral, donc son travail était parfaitement réussi, et la matière était laissée à l'homme. L'homme avait besoin de vivre en communauté, alors Aurobindo leur a dit, on va faire une communauté qui va être supramentale. C'était impossible à réaliser à l'époque parce que l'énergie de l'astral se montait royalement contre l'expressivité supramentale, et pour que toi tu acceptes tel nouveau médicament, qu'est-ce que je peux faire si tu es contre le médicament? Je te donne la maladie. Et lorsque tu as la maladie, je te représente le médicament et tu acceptes le médicament. Alors, le supramental dans l'astral devait exister pour que l'astral cesse de lutter contre l'énergie supramentale. Et l'expressivité supramentale dans l'astral s'est vue donnée comme une drogue ou une maladie, et l'astral maintenant a donc besoin d'énergisation supramentale parce qu'elle l'a connue. Et pour la connaître, elle devait, évidemment, Aurobindo a dû passer par le cheminement justement qu'il a passé, qu'il a vécu, pour arriver à implanter dans l'astral une forme de drogue supramentale. Et maintenant, c'est lancé. D'autres conférenciers, d'autres instructeurs ont comme grande fonction, parce qu'un instructeur n'a pas qu'une seule fonction, il a plusieurs fonctions, et une de ses grandes fonctions, c'est de droguer l'astral. Tout à l'heure, je vous parlais de réponses qui étaient typiques pour l'astral, et c'est une forme de drogage, justement, d'astral, pour que l'astral permette à l'homme qui évolue la recherche du contact avec l'énergie supramentale, dans l'espoir de pouvoir s'en délecter. Mais l'énergie supramentale va permettre à l'astral de s'en délecter, mais elle va aussi, en traversant le mental pour arriver à l'astral, pour que l'astral s'en délecte, elle va évidemment énergiser le mental, et à un moment donné, le mental va pouvoir prendre le contrôle. Alors, Aurobindo avait ceci comme mission particulière, évidemment, il l'a bien mené. Il a souffert énormément en le faisant aussi. Tant qu'il n'a pas compris ce qu'il avait à faire, parce qu'il essayait d'aider l'homme. Il n'avait pas à aider l'homme selon son plan psychologique, il avait à aider l'homme selon le plan des énergies. Et il a souffert tant qu'il n'a pas compris que ce qu'il avait comme énergie, ce n'était pas pour exprimer sa psychologie. C'était pour exprimer quelque chose. Et quand il l'a compris, il a cessé de souffrir. L'homme réel crée ses propres structures pour L'homme réel fonctionne sur les structures déjà établies. Il ne crée pas de structure. Mais quand même, je vais te dire la je te réponds. L'homme réel crée ses propres structures pour fonctionner, sans pour cela créer de la pagaille dans les structures de la société. Il crée ses propres structures
et les transforme ou les change selon son besoin, selon sa créativité. Qu'en est-il de la structure du couple pour l'homme de la sixième race? Serait-ce à dire que si cette structure est sujette à transformation, même à changement, que l'homme va vers une vie individuelle qu'il organise en vie de couple ou pas, mais toujours en mouvement pour laisser un partenaire qui ne lui apporte pas ce qu'il lui faut pour sa créativité. Bon, il faut bien comprendre qu'exprimer sa créativité, c'est une chose. Exprimer la créativité, c'est une autre chose. Et l'homme psychologique, évidemment, tend à exprimer sa créativité aux dépens de l'expression de l'énergie intentionnelle, l'énergie créatrice. D'ailleurs, je crois que c'est vendredi dernier, Drame humain, trame cosmique, on a effectivement élaboré suffisamment longtemps sur le fait que l'homme avait différents chemins, différents choix, mais qu'il ne pouvait choisir que parmi les chemins qui étaient déjà là, ce qu'on appelle la trame cosmique. Et l'individu ne peut choisir que de changer un carrefour pour améliorer son sort. Vous voulez créer avec la plasticine, vous n'en avez pas, vous ne pouvez créer avec la plasticine. Vous devez être placé dans un contexte où il y aura l'idée créatrice, la plasticine et tout le contexte social qui doit, disons, être là pour permettre la créativité. L'homme ne le décide pas lui-même. L'homme ne décide que de changer de chemin pour se rapprocher, disons, de l'autoroute, qui va plus vite et qui rend, disons, l'évolution plus facile. L'être qui est présentement avec, par exemple, une personne qui lui nuit, moi, je n'ai pas à lui suggérer de la laisser ou non. La créativité et les leçons d'évolution font partie de ce qu'il a choisi comme vécu. Et s'il est rendu dans un tel état, c'est qu'il a choisi cet état. Il l'a choisi il y a 2 semaines, il y a 10 ans, il y a 50 ans, dépendant de son âge. Mais l'individu peut évidemment changer et tout abandonner. Maintenant, si les leçons qu'il avait à apprendre, et les leçons, ce n'est pas des leçons qu'il a choisies, il n'a pas décidé de suivre un chemin pour apprendre une leçon. Il est dans ce chemin parce qu'il ne comprend pas. Et comprendre est la leçon. Et lorsqu'il comprend, il ne prend plus des chemins similaires. Mais si l'individu change par décision psychologique et non par décision mentale, donc il n'a pas compris la leçon, j'abandonne tout puis je me sauve, il va, dans 5 ans, dans 10 ans, retomber dans le même piège. Parce que c'est lui, psychologiquement, qui choisit sa trame, c'est-à-dire qu'il choisit sur quel chemin de la trame il va fonctionner, et il n'arrivera jamais à s'en sortir. Alors donc, l'individu qui veut abandonner ne règle pas nécessairement son problème. L'individu doit comprendre les mécanismes qui l'ont amené là. Et il doit le comprendre d'une façon psychologique et mentale pour qu'il puisse, à l'avenir, prendre des décisions qui seront conséquentielles, donc une décision qui ne l'amènera pas dans la même région. Sinon, l'individu ne fait qu'intellectualiser, c'est-à-dire que la parcelle du mental inférieur, supérieur, le mental de l'homme supérieur à l'astral, ne va faire des relations dans les nouvelles expériences que pour donner raison à la psychologie. Et ça, c'est le rôle de l'intellect, qui est le mental naissant, mental assujetti. Et lorsque le mental est assujetti, l'individu a des expériences, il vient à des conférences et il essaie de faire des relations, c'est-à-dire que la psychologie, l'ego, manipule l'intellect pour que l'intellect fasse une relation qui paraisse intelligente pour aller avec les nouveaux concepts que l'ego vient d'accréditer. Et l'ego réagit et l'ego essaie de décider que s'il vire là, ça va être bon. Mais l'ego n'en sait rien. Si c'est mental, le mental n'a pas de diplomatie entre la vérité et le mensonge, entre la réalité et l'illusion. Et le mental fera une relation logique, intelligente. Et s'il n'a pas les éléments nécessaires, il ne la fera pas. Et s'il n'a pas les éléments nécessaires, ce n'est pas le temps de changer de cadre familial ou professionnel ou social ou quoi que ce soit. Si vous avez le goût de changer, ne changez pas. Parce que c'est une décision prise par l'ego, prise par la psychologie. Si vous analysez intelligemment le changement, et que vous n'avez plus le goût de changer et que c'est intelligent de changer, là, on peut être sûr de changer. Il y a différents processus, disons, qui peuvent faire en sorte que l'individu peut choisir le bon carrefour sur la trame et se rapprocher de son énergie. Mais être dans son énergie, cela veut dire que tous les corps sont dans leurs énergies.
Et ce n'est pas être dans son énergie psychologique. Tout le monde est dans son énergie psychologique. Tout le monde est dans son énergie. Mais l'homme réel n'est pas dans son énergie. Et il ne peut pas créer s'il n'est pas dans son énergie. Parce que ces différents corps ne peuvent pas travailler en collaboration pour que l'énergie intentionnelle puisse s'exprimer. L'individu psychologique est toujours dans son énergie et il tend à assujettir les autres plans dans la même énergie. Alors évidemment, il faut faire attention avec ce genre d'expression. Alors, ceci termine la troisième partie, Daniel. Je te remercie. J'aimerais vous rappeler que